De moments vécus, de soirées passées, de parties endiablées, de révélations, de quiétude, d'innocence, de tristesse. Nous avons tous vécu quelque chose grâce aux jeux vidéo. Et dans cette émission, différents anonymes et personnalités vont se succéder pour nous parler de leur jeu vidéo, de leur rapport avec celui-ci, de ce qu'il a changé et de ce qu'il désormais définit. Parce que derrière chaque jeu vidéo, il y a aussi des vies. Bienvenue dans Trace. Jumpman, bonjour. Bonjour Neshku. Neshku. Ça fait beaucoup rire. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien et toi ça va bien. On sort d'une annonce Smash. Exactement. À l'instant. Au moment où vous écouterez ce podcast, ça fera plusieurs semaines peut-être. Mais Sora vient d'être annoncé dans Smash. Et c'est une information que tu apprécies, que tu n'apprécies pas ? Moi je suis très content pour les fans de Kingdom Hearts. Après, je m'étais dit cool s'il est annoncé, il y aura peut-être plein de trucs Disney, ça fera vraiment le Smash Ultime avec même du Disney dedans. Dans les faits, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de référence directe à des trucs Disney, mais bon, voilà, c'est quand même sympa, c'est quand même cool. Effectivement, c'est quand même cool pour les fans de Smash, mais on n'est pas là pour parler de Smash, on est là pour parler de toi, de ta grande carrière, parce que t'as plein de trucs à dire, mais avant ça, je t'invite à te présenter. Bah écoute, donc moi c'est Jumpman, ma grande carrière, tu y vas fort, mais merci en tout cas. Donc je suis un joueur Nintendo et j'ai exprimé mes passions en tant que joueur et joueur rétro surtout quand même, à travers différents médias. Je suis musicien, je suis traducteur, un petit peu aussi rédacteur, toutes sortes de choses. Voilà, on va y revenir au long de l'émission. Effectivement, on va y revenir. Mais avant, une question que je pose à chaque invité dans Trace, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes débuts concernant le jeu vidéo ? Alors oui, c'est quelque chose qui est déterminant pour la suite et je pense que je suis pas le seul. On est tous forgés un petit peu par quelque chose et moi, donc, j'ai découvert les jeux vidéo, en fait, je pense principalement avec Sonic et des jeux chez des amis à moi, les Sonic 2D sur Mega Drive, qui ont pour moi été une révélation. Et en fait, j'ai découvert ces jeux, donc du coup, j'étais vraiment plus en univers Sega. Après, vu ce que Sega est devenu, disons que je me suis assez naturellement réorienté vers Nintendo, d'autant aussi que j'étais un gros joueur sur console portable surtout. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez mes parents où j'ai grandi, mes parents faisaient partie des gens qui étaient de l'avis que on n'était pas obligé de faire comme tout le monde et d'avoir une télé chez soi. Parce que la télé, c'est beaucoup d'émissions dont la qualité est discutable, tout ça. Bon, des arguments qui peuvent être compris, qui peuvent se comprendre, mais moi, pour moi, une télé, ça servait surtout aussi quand même à brancher une console dessus pour avoir un affichage. Et du coup, de ce point de vue-là, c'était compliqué. Et j'étais un petit peu un joueur qui a découvert les classiques 16 bits, 32 bits, 60... Enfin, pas 32 bits en l'occurrence pour Nintendo, mais voilà, ces époques-là, en étant un petit peu frustré de ne pas y avoir accès directement via les consoles, à part chez des amis, comme celui chez qui j'ai découvert Sonic, mais aussi donc sur console portable, où j'ai découvert notamment les Mario et puis Link's Awakening, qui a été pour moi la révélation, comme quoi un jeu vidéo, ça pouvait procurer des émotions incroyables. Tu as quel âge à ce moment-là ? Je saurais pas te dire exactement, mais j'étais petit et j'ai découvert ce jeu. J'étais petit, j'étais ado, disons peut-être, et j'ai découvert ce jeu sur ma Game Boy le soir sous la couette avec ma lampe de chevet et je découvrais.
je découvrais voilà, les révélations de l'île Cocolin. Oui, parce que je dis Cocolin, hein, j'ai gardé les prononciations de quand j'étais petit. Et donc, et j'étais comme ça, ouais, mais c'est incroyable, non, c'est pas possible, j'en reviens pas, je peux pas y croire et tout. Et voilà, c'est ça, là, probablement là qu'a commencé mon grand amour pour Qu'est-ce qui le t'a jeu marqué vidéo. dans Link's Awakening? Bah, la révélation du jeu, je sais pas si je peux la Bon, spoiler, pour mais un jeu voilà. de 25 Et ans, puis ça va, peut-être hein, je pense que tout le en monde fait la connaît. l'ambiance générale. Je sais pas, mais dans tous les cas, l'ambiance générale et puis en fait, enfin la liberté la liberté, mais simplement, bah c'était l'un des premiers jeux que je découvrais qui proposait autre chose que d'aller à un point A à un point B en fait. Il y avait c'était un univers miniature en fait. Et ce qu'il faut, enfin. C'est curieux parce que la première chose que j'ai fait en jouant à ce jeu, d'abord, c'était pas sur ma Game Boy au départ, c'était sur celle d'un ami. C'était d'aller dans la zone où il y a le carré avec tous les buissons, de tout découper, de repartir, de revenir et de redécouper tous les buissons et de repartir et de revenir et ainsi de suite. Et je trouvais déjà le jeu absolument génial, rien qu'en faisant ça. Est-ce que la série Zelda, ça a été une série marquante pour toi, où il y a uniquement cet épisode? Oui, quand même, globalement, même si je vais être beaucoup plus porté sur les épisodes rétro, disons jusqu'à Ocarina Majora. Mais c'est, je pense, peut-être ma série préférée du jeu vidéo. Si on considère la série dans son ensemble et pas un unique jeu qui va apporter tous les autres et tout, en termes voilà, du nombre de jeux que j'ai appréciés dans une même série, bah, y a Mario, évidemment, Mario Galaxy, tout ça, mais Zelda, quand même, je le placerai peut-être en numéro 1 pour Link's Awakening, pour Ocarina of Time, voilà, et quelques Et autres. est-ce qu'il y a d'autres jeux qui te marquent dans ces premières années? Bah, les Sonic Mega Drive, ils me marquent énormément. C'est quand même mes premiers jeux de plateforme que je joue à fond. C'est un gameplay extrêmement simple et en même temps hyper... enfin, Satisfaisant? qui est très satisfaisant, que tu prends en main immédiatement et qui est très fluide. Je les ai fait et refait et refait des tonnes de fois en mode vraiment, je l'ai fait pour un plaisir pur, quoi. Un plaisir, même les Mario que je. Si on regarde d'un point de vue game design, certes ils sont supérieurs, mais d'un point de vue de plaisir que je peux prendre sur un jeu, je mettrais limite les Sonic au-dessus, et ce malgré mon pseudo de Jumpman. Mais quelque part, ouais, c'est. Enfin, et en même temps, ça se limite à quelques jeux, hein. C'est vraiment les Sonic 2D Mega Drive. Après, bah, toute la période, tout le passage à la 3D de Sonic, j'ai un peu plus de mal. J'ai vraiment retrouvé ce plaisir avec Sonic Mania, alors que bah, une série comme Mario, bah, elle va être excellente tout du long. C'est différent. Alors, on parlait de Zelda il y a quelques instants. Zelda, tu le découvres assez tard, visiblement, et tu le découvres via l'émulation. Et on est dans les années 2000. Alors, Zelda, je le découvre sur Game Boy avec Ah oui, non, Link's Awakening, quand même. je parle des épisodes N64. Pardon pour Oui, pardon pour absolument. cette mauvaise précision. Mais oui, les épisodes N64 que tu découvres sur émulation. Ça fait quoi de jouer sur émulation en 2000? Dans les années 2000? Alors, bah, je sais pas si ça fait vraiment quelque chose de différent que d'y jouer maintenant, à part que c'était sur des ordinateurs plus lents, plus difficiles à faire, à faire tourner les jeux de manière fluide. Mais en fait, c'est dû directement à cette histoire de ne pas avoir la télé chez soi. Le jour, c'est vrai que mon père avait un métier en rapport avec l'informatique. On a eu très vite des ordis et tout ça. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait jouer à des jeux consoles sur ordi, enfin, j'en pouvais plus, quoi. C'était incroyable. Et donc, voilà, j'ai découvert tout un catalogue de jeux. Les Zelda sur Nintendo 64, oui, je les ai découverts à cette occasion-là. Mais, on peut dire découvert, mais disons que je connaissais déjà énormément de choses du jeu, tellement j'avais épluché des consoles plus et des Nintendo Magazine, etc. Et que je connaissais tellement de choses que j'avais écouté déjà des musiques avec le CD inclus dans un magazine et je ne sais quoi d'autre.
et que voilà, il y avait des amis qui l'avaient eu et tout ça, Ocarina of Time. Donc j'ai découvert des jeux que j'avais l'impression de déjà connaître, même si c'était pas vraiment la même chose d'y jouer en vrai. Et j'ai ressenti ça un peu comme une libération aussi, comme enfin je vais pouvoir tester ces grands jeux, etc. En même temps que j'ai testé aussi beaucoup d'autres jeux qui m'ont marqué, des jeux SNES, des FF6, des Mario RPG, des Chrono Trigger, des Earthbound. On reviendra à cette série, j'imagine. Mais voilà, beaucoup aussi de RPG qui m'ont marqué. Alors, une question que je voudrais te poser, parmi tous les jeux que tu as fait en émulation, est-ce que tu peux citer les plus obscurs, mais les meilleurs que tu aies fait? Peut-être qu'ils sont pas si obscurs que ça, ceux que j'ai beaucoup aimé. Mais quelque part, il y a quand même peut-être Illusion of Gaia, en fait. J'ai pas forcément, je crois pas que je l'ai fini ce jeu, mais il y avait une ambiance que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini moi de mon côté, Illusion of Gaia. C'est vrai qu'en fait, j'avais ce problème du coup, d'avoir avec l'émulation un catalogue assez large qui s'ouvrait à moi et du coup une tendance à pas finir mes jeux malheureusement, mais il y en a sur lesquels je suis revenu plus tard et je les ai finis heureusement, mais voilà. Après il y a des jeux qui étaient obscurs à l'époque, disons. Mario RPG, je dirais même qu'il est un peu obscur maintenant. Disons que je le trouve un peu mal aimé relativement à tous les RPG Mario qui sont ultra connus. Je trouve qu'il mériterait à être plus joué, plus apprécié. Il a jamais été traduit, voilà. Earthbound aussi, c'est presque un jeu obscur, pas totalement. Il est très connu, mais est-ce qu'il y a tant que ça de joueurs français qui ont fait ce jeu, je sais pas. Mais voilà. Donc, pas de jeu extrêmement obscur. Et Earthbound, du coup, est-ce que c'est là que commence l'amour pour la série? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je le voyais comme un RPG parmi beaucoup d'autres, même s'il y avait quand même le contexte Smash Bros. En fait, je le voyais déjà quand même comme un classique. Je le voyais comme un classique. Et c'était probablement un de mes premiers RPG quand même. Il est un petit peu anguleux sur certains angles, on va dire, Earthbound. Il a cette difficulté, parfois, cette pénibilité. Et peut-être que je ne l'ai pas forcément découvert dans les bonnes conditions. Je pense que c'est mieux plus un jeu à découvrir quand on a une certaine expérience du RPG. En anglais, j'étais pas forcément très bon. Il y a ce contexte-là, même si sur certains jeux, il y a quand même la flamme qui s'est créée, comme FF6, même si j'étais pas, voilà, c'était quand même en anglais et que la barrière de la langue existe un petit peu quand même. Earthbound, il n'y avait pas forcément les conditions réunies, d'une part. Et puis d'autre part, il faut dire que c'est un jeu assez différent de Mother 3. Assez différent, moins narrativisé, plus RPG classique, qui, quand même, il a quelque chose de très particulier ce jeu, donc je l'aime beaucoup, d'autant plus avec le recul, après y avoir joué d'autres fois à différentes occasions. J'aime beaucoup ce jeu, je réécoute régulièrement les musiques, j'ai beaucoup de respect pour Shigesato Itoi, pour ce qu'il a créé avec ça. C'est une série qui est importante pour moi, le jeu est important pour moi quand même, voilà. Mais voilà, il est important pour moi parce que, quelque part, le fait d'avoir fait Mother 3, et on va y revenir parce que c'est un peu mon jeu fétiche, avec cette expérience-là, le fait de revenir sur Earthbound, etc., la série est effectivement devenue plus importante pour moi dans son ensemble. Et justement, comment t'arrives à découvrir Mother 3? Alors, Mother 3, déjà, c'est toujours un jeu qui se joue sur émulateur. On est dans un contexte où, quand même, je suis quelqu'un qui... plus tard, j'ai grandi, j'ai eu des consoles, et puis j'ai accentué ma passion pour le jeu vidéo. J'ai acquis une certaine culture. J'ai été rédacteur sur un gros site d'actu Nintendo. Je connais un petit peu beaucoup de séries Nintendo. Et là, quelque part, c'est le jeu oublié d'une série que je connais déjà, quelque part. Et c'est un jeu qui me fascine.
ce jeu il me fascine parce que c'est un jeu oublié, parce que c'est un jeu qui n'a jamais été traduit, qui est difficile d'accès. Il y a ce côté un petit peu obscur quand même, qui du coup m'attire. Et, euh, et ce côté, cette fan trad anglaise qui est sortie en 2008. Le jeu est sorti en 2006 sur Game Boy Advance, après un développement très très compliqué. Il était prévu sur Nintendo 64, etc. Il a été annulé, puis le développement a recommencé, et puis il est sorti voilà, après une dizaine d'années pendant laquelle les joueurs l'ont attendu. Peut-être moi, j'ai pas été à ce point-là, mais quelque part, quand il est sorti, quelque part, ça fait un petit peu de bruit, mais surtout, la fan traduction anglaise, créée par un traducteur par ailleurs professionnel, avec une équipe et quelque chose comme ça qui permet de faire connaître un jeu oublié. Quelque part, j'avais l'impression d'aller chercher un trésor, en fait, un trésor enfoui. Quelque chose de... Ça me fascinait ce jeu. En plus, voilà, j'avais déjà un petit aperçu de la série. Comme j'écoute beaucoup d'OST aussi, j'écoutais les OST d'Earthbound, les musiques de Mother dans Smash. Comme je t'ai dit, petit à petit, je me suis mis à apprécier Earthbound déjà plus que la première fois que j'y ai joué. Voilà, j'ai voulu faire Mother 3. Ça, c'est quand même beaucoup plus tard dans ma vie. Et qu'est-ce qui te marque ? Qu'est-ce qui marque dans ce jeu ? C'est en fait... ce qui est particulier avec ce jeu, c'est que c'est un RPG classique conçu par quelqu'un qui ne vient pas du milieu du jeu vidéo. Shigesato Itoi, c'est un mec qui est connu au Japon pour plein d'autres choses que le jeu vidéo. Il est auteur, plein de choses. Auteur de slogans publicitaires, notamment. C'est un peu bizarre vu de chez nous, mais c'est un métier chez eux. Un penseur, en général. Et ça se sent tout particulièrement dans ce troisième jeu. Parce qu'il y a une histoire qui sort du lot par rapport à beaucoup de RPG, qui va raconter des choses assez sérieuses, assez profondes, je trouve. Il est très narrativisé par rapport à Earthbound, qui du coup est un RPG plus classique, où on va se balader de ville en ville et on va résoudre des problèmes en avançant comme un grand voyage. Earthbound, c'est ça, c'est un voyage. Mother 3, c'est plus un voyage dans le temps, en fait, une évolution. On va un peu fréquenter souvent les mêmes endroits, mais ils évoluent dans le temps, les personnages évoluent dans le temps, et il y a une histoire qui va se construire, ça va être très linéaire, mais avec cette histoire tellement marquante qu'on va pas le sentir, on va se laisser porter, et on va être choqué par des événements. Il y a des choses familiales, d'amour familial, des choses que j'avais pas forcément l'habitude de voir dans un jeu vidéo. Peut-être que simplement, je suis très émotionnel. Link's Awakening, c'est aussi un jeu d'émotion, de mélancolie, de tristesse, de choses touchantes. Et peut-être qu'avec moi, ça fait tout simplement particulièrement mouche, en fait. Plus que le gameplay, alors que bon, j'adore le gameplay, j'adore les jeux axés sur le gameplay, et dans les faits, peut-être que je me rends compte que finalement, ce qui me touche le plus, c'est les jeux basés sur un gros scénario, pas gros scénario, mais un beau scénario imprévisible. Alors, on va faire une petite parenthèse par rapport à The Mother 3, on y reviendra après, mais je voudrais parler d'Undertale, parce que tu l'as fait, éventuellement aussi de Deltarune, oui, j'ai pourquoi fait Undertale. Qu'est-ce que tu trouves de Mother 3 dans Undertale ? Tu fais bien, effectivement, de faire cette parenthèse. C'est tout à fait à propos. Toby Fox s'inspire des Mother, il l'a dit, il l'a exprimé plusieurs fois dans des tweets. Il a commencé sa carrière en faisant un ROM hack d'Earthbound. Et effectivement, on retrouve quelque chose. Alors des fois, c'est indescriptible, c'est une ambiance, c'est un humour, une certaine forme d'humour, humour bizarre, humour de situation, humour cocasse. Et puis, ce qu'on retrouve aussi, c'est des personnages riches, peut-être, genre des personnages qui, dans Mother 3 et dans Undertale, on va retrouver un même personnage dans différentes situations. Il va évoluer, en fait, et du coup, on va particulièrement s'attacher. Et l'importance du texte aussi. Mother 3 et Undertale sont tous les deux des jeux avec beaucoup de texte, beaucoup de dialogue et des personnages
Contrairement à beaucoup de RPG, surtout des RPG rétro, où les personnages vont souvent vous dire des banalités, ils vont vous rappeler la situation, ils vont vous donner des indices de gameplay, tout ça. Dans Mother 3 et dans les Mother en général et dans Undertale, ils vont avoir de l'humour, des situations cocasses, des choses qui vont refléter leur personnalité sous différents angles. Il y a aussi plein d'occasions des personnages de briser le quatrième mur, de parler directement au joueur. Le joueur est un personnage qui a un rôle particulier dans les Mother et dans Undertale et Deltarune. Et enfin, je dirais au niveau des combats aussi, c'est-à-dire que les Mother sont des RPG, Undertale est quelque part principalement quand même un RPG, et les deux au tour par tour, mais ils essayent de faire autre chose dans le gameplay du tour par tour, autre chose en plus que le simple gameplay de tour par tour. Alors certes, Undertale va beaucoup plus loin là-dedans, Mother 3 ça reste, et Earthbound, ça reste des mécaniques plus optionnelles. Bon là, les rythmes de combat, le compteur de PV, tout ça. Mais ça rajoute du dynamisme au combat et je suis à peu près sûr que Toby Fox s'est beaucoup inspiré. Je dirais ça. Alors on a parlé d'Undertale, on a parlé d'Earthbound, on a parlé de Mother 3, on va reparler de Mother 3 à nouveau. Parce que, à peu près en même temps, 2016 c'est ça, tu te lances dans un projet pharaonique, traduire 2016, Mother 3 elle est en français. Alors ouais, du coup 2015. 2015, plutôt, ouais. Même année qu'Undertale. Excuse-moi, je t'ai Bon, coupé. pas de souci. Oui, Je peux alors dire des effectivement, bêtises, tu sais. effectivement, j'ai eu cet amour pour ce jeu Mother 3 qui m'a terriblement marqué quand je l'ai découvert. Notamment le fait qu'il y ait une traduction anglaise amateur indépendamment de Nintendo, que les joueurs se soient appropriés et fait une quasi-localisation du jeu aux États-Unis. Ça m'a beaucoup inspiré. Et je suis plutôt bon en anglais, en langue, en français. Et je me suis dit, pourquoi pas, allez, lançons-nous, pourquoi pas faire une traduction en français de Mother 3. Et effectivement, j'ai fait cette traduction qui est sortie en 2016. Alors du coup, il faut savoir qu'il y a un événement particulier qui a déclenché cette initiative chez moi. C'est que l'équipe de traduction anglaise a publié ces outils qu'ils ont développés eux-mêmes pour faire cette traduction. Faut savoir que une fan trad, c'est beaucoup de travail technique, et eux, ils en ont accompli une quantité énorme en changeant le système de texte pour permettre d'afficher des caractères occidentaux. Et donc, ce travail, il servait évidemment à une fan trad française. Donc, ça... c'est un élément déclencheur. C'est l'élément où je me suis dit, mais je suis capable d'un point de vue linguistique de faire une traduction, mais d'un point de vue technique, j'ai un bagage de développeur informatique, je n'ai pas forcément le bagage de hacker, de mec qui va savoir manipuler des données binaires et tout ça. Mais le fait qu'ils aient fait ces outils de trad, je les ai récupérés. Et je me suis dit, j'aimerais me lancer dans quelque chose. Mais il y a quand même un truc qui m'a retenu sur le moment. On était sur la première moitié de 2015, disons. C'était j'ai peur de partir comme ça d'une feuille blanche à partir de simplement des fichiers du projet de la version anglaise, certes, mais de partir de zéro. J'ai jamais fait de traduction, à part dans mes études. Où je m'en débrouillais plutôt pas mal, mais quand même, là, c'est autre chose, quoi. Donc, je me suis dit, je vais voir s'il n'y a pas une équipe à rejoindre. Et j'ai contacté des gens. Sur starman.net, le site, un site communautaire assez référence par rapport à l'univers Mother. J'ai laissé un message, et puis, j'avais quand même d'autres choses à faire dans ma vie. J'ai laissé un peu traîner le truc. 3 mois plus tard, je suis venu voir les réponses que j'avais, et effectivement, il y avait des gens qui s'étaient lancés dans un projet. Il y avait une personne principalement. Donc en fait,
j'ai fait la traduction de Mother 3 avec quelques personnes. Je suis peut-être le principal contributeur de cette traduction, mais c'est pas moi qui l'ai démarré. Donc il y a cette personne, Lost in Dark, qui avait fait à peu près 25-30% du script principal, c'est-à-dire les dialogues du jeu. Il y a beaucoup de composantes. Il y a le script principal, il y a les textes de combat, il y a les textes de menu, découpés eux-mêmes en différentes... voilà. Il y a les noms des ennemis, les descriptions des ennemis, les noms des objets, les descriptions des objets, etc. Chacun avec ses contraintes d'espace, de nombre de caractères, etc. Donc lui, il avait fait ça, et avec nous 2 personnes. Et donc moi, j'ai rejoint à ce moment-là, et lui, c'est à peu près à ce moment-là qu'il était dans un état d'esprit où il m'a dit, écoute, je vais commencer une année d'études très chronophage. Écoute, je te laisse un petit peu prendre les rênes du projet. En tout cas, te familiariser et voir si tu peux avancer. Et puis, si tu peux avancer, je reprendrai peut-être le relais plus tard. Mais voilà, sinon, si tu veux, sens-toi libre de progresser sans moi. Donc moi, j'ai commencé, pas trop osé refaire des choses qu'il avait fait, parce que c'est quand même des choses qu'il a faites et tout ça. Et donc du coup, j'ai essayé de m'approprier un peu son style. J'ai relu tout ce qu'il avait fait pour me faire une idée, corriger les fautes quand il y en avait, etc. Voilà, des choses comme ça. Il avait une petite tendance à faire pas mal de fautes d'orthographe aussi. Et donc voilà, et à partir de là, j'ai continué, j'ai avancé. Et puis après, je me suis approprié un peu plus le projet. Je me suis dit, tiens, si on normalisait ça, si on changeait ça, tout ça. Donc j'ai pris un peu plus d'initiative, j'ai pris plus de confiance. J'ai ouvert un site de la trad qui du coup parle de plein d'autres choses à part la trad, mais il parle aussi des choix de traduction, etc. J'ai ouvert un compte Twitter de la trad pour voir aussi s'il y avait d'autres gens, pour signaler aussi qu'il y avait une trad en français qui était en cours d'élaboration. Et puis comme dans toute cette période j'étais principalement le seul, et que je pouvais me débrouiller pour les textes, principalement les textes purs et durs, disons. Je pouvais me débrouiller. C'est bien d'avoir une personne qui permet d'être... Enfin, être seul, ça permet d'être cohérent sur le texte. Ça permet d'avoir un style très cohérent tout le long et beaucoup de choses très cohérentes. Je me suis rendu compte à quel point c'était capital, ça. Mais il y avait d'autres aspects sur lesquels j'avais besoin de gens. Les graphismes, le hacking. Et donc, j'ai commencé à recruter. Il se trouve qu'il y a une personne que je connaissais IRL, mais dont j'avais aucune idée des talents ni de la passion pour Mother 3, qui a rejoint, qui, en plus d'être un développeur indé passionné, est aussi... passionné professionnel, passionné pas dans le sens simplement amateur, est aussi graphiste. Et donc, il m'a aidé pour tout ce qui est édition graphique, puisqu'il y a les enseignes de magasins, dans les graphismes du jeu, tout ça, tout plein de choses diverses et variées. Il y a beaucoup d'écrans qui sont graphiques. L'écran titre, c'est pas une police, le texte il est dessiné, même si ça se voit pas. Bref, il y a beaucoup de choses. On n'avait pas forcément accès aux polices et il fallait inventer quelque part, des fois, les polices un petit peu. Voilà, il y avait du travail à faire là-dessus et il y avait aussi du travail technique. Parce que faire du ROM hacking, c'est quoi? C'est partir d'une ROM et jouer du scalpel un peu dedans, c'est-à-dire retirer tel élément et le remplacer par tel autre élément. Des fois il y a des images, on va les extraire, on va les modifier, puis on va vouloir les remettre dans la ROM avec la version traduite. Mais la version traduite, elle prendra plus de place, soit parce qu'elle se compresse moins bien, soit parce que il y a besoin de plus de place, je veux dire visuellement. Et donc il faut la relocaliser dans la ROM, et puis il faut changer les pointeurs, donc il y a des travaux techniques, des choses qui s'apparentent limite à de la spéléologie, quoi. La ROM, c'est une succession de caractères hexadécimaux, donc alphanumériques, voilà, et il faut comprendre qu'est-ce qui signifie quoi, etc.
Les 99% de ce qu'on voit, on le comprend pas et on essaye de lever la lumière sur tel petit truc, tirer une petite déduction à partir de tel truc qu'on voit, etc. Chercher des ressources sur Internet aussi. Il y a une page Internet gigantesque qui s'appelle la ROM map de Mother 3 qui dit à telle adresse de la ROM, il y a tel composant qui correspond au son, au texte, etc. Et donc, j'ai trouvé une personne qui est aussi le traducteur de Earthbound, donc de Mother 2, en français, qui m'a aidé. Qui m'a aidé. Il voulait pas faire partie de l'équipe parce que lui, il avait d'autres choses en tête. Même pour Mother 3, en fait. Il voulait... en tout cas, il m'a aidé. Il m'a aidé là-dessus. C'est un ancien de la traduction d'Earthbound. Il a travaillé en équipe, j'imagine qu'il y a peut-être eu des accords internes. Il a été un peu frustré de travailler en équipe. Il voulait pas vraiment refaire partie d'une équipe. Donc on a respecté son choix. Il n'a pas vraiment rejoint l'équipe de traduction qu'on avait constituée, mais il a aidé et ça a été vraiment cool d'avoir son soutien là-dessus, d'avoir des explications techniques, plein de choses comme ça. Et puis en plus, nous, donc c'est-à-dire Flo, le graphiste, et moi, on lui a aussi donné des éléments graphiques parce qu'il voulait faire aussi sa propre traduction à son image de Mother 3 qui n'était pas la même que la nôtre, mais parce que voilà, peut-être qu'un peu échaudé, je sais pas, par Earthbound, il voulait faire sa propre idée. Finalement, quelques années plus tard, il m'a dit ta traduction de Mother 3 elle est bien, je sais pas pourquoi j'ai besoin de partir sur mon idée aussi. Donc quelque part je l'ai pris pour un compliment, mais voilà, donc on a recruté ces quelques personnes. Il y a eu un bêta-test à l'approche de la sortie de la trad qui était pour les 10 ans du jeu en avril 2016. Il y a un ami à moi qui s'est greffé au projet puisque c'est quelqu'un qui est étudiant ENS Lettres qui m'a apporté des regards, son expertise d'un point de vue français, subtilité de langue, tournure d'expression, un truc comme ça qui a été d'un apport incroyable, lui aussi. Et voilà, on a sorti cette traduction. Et comme c'est un bébé que je voulais quelque part pas tout à fait lâcher, et puis que c'est mon premier projet de grosse traduction comme ça, il y a quand même eu beaucoup de marge de progression. J'avais envie encore d'y retourner. J'ai développé des patchs, j'ai sorti des patchs de traduction un peu meilleurs d'année en année. On en est arrivé même à une version 1.9 et qui est arrivé largement à maturité. Et voilà, donc c'est un projet qui du coup, quelque part, est sorti en 2016, mais en 2021, en début 2021, il y avait encore une version qui sortait. Et voilà. Donc voilà. Vous savez maintenant que si vous jouez à Mother 3, eh bien vous le devez à cet homme en français, évidemment. Un grand bravo, Jumpman. En français. En français. Merci, parce qu'après il y a des gens qui ont envie d'y jouer en anglais sûr. Et c'est leur choix et je comprends. Moi j'ai une question vis-à-vis de cette traduction, vis-à-vis des traductions en général. Est-ce que, parce que tu parlais de la personne la personne qui a traduit Earthbound, qui ensuite qui t'a aidé mais qui voulait développer sa propre façon de traduire le jeu de son côté. Est-ce que une traduction, c'est autobiographique ? Probablement, oui. Ton style, en tout cas. Ton style, il y a quelque chose, en fait. J'ai essayé d'être le plus rigoureux possible, quelque part. Notamment parce qu'en plus, c'est une double traduction. Parce que c'est une traduction à partir de l'anglais d'un jeu qui a été traduit depuis le japonais. C'est quelque chose qui m'a parfois été reproché, même si on n'a pas dit « Oh, la traduction, ça se sent que là, voilà ». Non, c'est pas ça, mais dans l'ensemble, il y a des gens « Ah, t'as fait une traduction de l'anglais, mais du coup, ça fait double traduction ». Oui, mais bon, j'ai quelques connaissances en japonais, mais peut-être pas suffisantes pour me baser entièrement sur le japonais. La traduction anglaise... Elle est d'une qualité extrêmement réputée, donc je pense que je pouvais me le permettre d'une part, et puis d'autre part, on est quand même allé regarder du côté du japonais pour vérifier certaines ambiguïtés de toutes sortes. Mais bref, je digresse. Dans tous les cas, il y a un style à se trouver. Il y a des références humoristiques à trouver.
des fois, il y a des personnages dont le nom est une référence à des trucs de la vie réelle, à des humoristes, à des noms des noms de personnes connues, des choses comme ça. Et il a fallu trouver des équivalents, des choses comme ça. Ça, c'est un travail qui, du coup, t'incite à mettre un petit peu de tes références culturelles à toi, quoi. Tu vas pas parler d'un truc dont t'as jamais entendu, voilà. Voilà. Donc, quelque part, il faut bien... tu y mets un petit peu de toi. Tu mets un petit peu de toi, même si il faut quand même rester... En fait, il faut rester humble, en fait. Il faut rester humble dans la traduction. Il faut se dire que des fois, il y a des choses, si c'est dit d'une certaine manière, il ne faut pas trop prendre de liberté. Il faut quand même garder le style d'une certaine phrase comme il est fait, parce que c'est quand même un auteur, une personne, c'est Shigesato Itoi lui-même qui a écrit les dialogues du jeu en japonais, donc il faut les respecter, il faut, voilà. Ils ont une valeur, il faut respecter le plus de choses possible dans ce qu'il a fait et les retranscrire au mieux en français. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à traduire? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à traduire? Sacrée question, ça. C'est pour ça que je te la pose. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à traduire? Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Je dirais, ce qui est compliqué, c'est parfois peut-être les moments où il faut s'écarter. Où il faut s'écarter parce que traduire ça littéralement, ça marche pas. Ça marche pas, il faut trouver une idée. Et quelque part, au début, c'était difficile ça. Peut-être surtout au début, parce qu'après, j'ai un peu plus pris confiance. Mais au début, c'était difficile d'oser, en fait, y mettre plus du sien, de ses idées. Les jeux de mots, c'est assez difficile à traduire. Et puis, certaines tournures aussi. Traduire dans des contraintes de longueur de texte. Quelque part, des fois, j'ai pas forcément envie que quand le texte il tenait sur 2 lignes, que le joueur il ait à appuyer beaucoup plus souvent sur le bouton A pour défiler parce que le texte en français est plus long. Donc j'essaye de garder cette efficacité. Donc trouver des tournures. C'est peut-être en fait, le truc c'est que quelque part quand tu traduis, quand tu comprends le sens... Quand tu comprends le sens et que tu le restitues un peu n'importe comment, t'as fait que la moitié du boulot. Enfin, quand tu comprends le sens, t'as fait que la moitié du boulot. Après, il faut le restituer en français. Et c'est là qu'en fait, il faut le tourner d'une façon naturelle. Et tout en ayant, voilà, en donnant une saveur, en donnant un style, en donnant... peut-être ce qui est le plus difficile quand on traduit un jeu, notamment, c'est peut-être d'attribuer un style à chaque personnage. Parce que au départ, tu les connais pas tant que ça, les personnages. T'as joué au jeu, moi j'avais joué au jeu même plusieurs fois, mais je connaissais pas le jeu aussi bien que depuis que je l'ai traduit et retraduit et exploré sous tous les angles pour le besoin de la traduction. Quand tu traduis les textes du script, il n'y a aucun contexte, c'est juste des lignes de texte les unes en dessous des autres. Dans un ordre que tu finis par comprendre, il y a une certaine logique, mais elle est plus technique, la logique. C'est pas dans l'ordre du scénario. Tu sais pas qui parle quand tu lis les dialogues du jeu. Quand tu connais pas le jeu suffisamment par cœur, du coup, faut jouer pour savoir qui parle à ce moment-là. Et donc, du coup, traduire sans contexte, c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus casse-gueule aussi. Quand tu comprends le contexte parce que tu connais très bien le jeu, là, ça aide. Mais voilà, donc il y a cette difficulté aussi. Il y a la difficulté de traduire de manière cohérente. Une phrase qui est à un endroit, mais à un autre endroit, il y a quelqu'un qui fait référence à la même phrase, du coup, il faut la traduire de la même façon pour respecter la référence d'une phrase à l'autre. Des choses comme ça. C'est ce genre de choses qui sont difficiles. Quels seraient les conseils à donner à des gens qui veulent se lancer dans la fan traduction ? Ça, c'est fou parce que figure-toi que j'ai écrit une ébauche d'articles conseils à donner, et comme beaucoup de choses que je commence et que je finis pas, je l'avais laissé en plan, mais je peux limite voir si je peux l'avoir sous les yeux, mais en attendant j'en ai quand même des choses. Je dirais simplement connaître très très bien son jeu en fait.
C'est-à-dire vraiment, moi c'est peut-être ce qui m'a manqué, c'est-à-dire que j'avais fini le jeu plusieurs fois, je connaissais beaucoup de détails, mais par rapport à ce que je connais maintenant, c'était rien quoi. Je pense qu'il faut vraiment y jouer beaucoup de fois. C'est quelque chose peut-être en fait qui a fait qu'il y a eu beaucoup de versions successives. Enfin, après la version 1.0, c'était pas un brouillon, hein, elle était quand même solide. Je pense que j'ai eu beaucoup de réactions très positives dessus, mais quand même, maintenant quand je la vois, la version 1.10, elle me paraît pas terrible, parce que bah, tout est relatif, j'ai acquis, voilà. Mais ce que j'ai acquis et qui a fait que j'ai fait plein de versions successives après, parce que j'aurais voulu en faire moins, j'aurais voulu arriver directement à la qualité de la 1.9, bah, c'est que je connaissais pas si bien le jeu que ça en fait. J'aurais voulu le connaître, enfin l'avoir fouillé dans les moindres recoins avant de me lancer peut-être. Après, il y a un autre conseil que je peux donner, c'est quelque part, c'est l'exigence du truc en fait. C'est qu'en fait, il faut commencer sa traduction en se disant que ça va être, traduire les phrases une par une pour une première passe, en se disant, en le traduisant comme si c'était la version définitive, donc en mettant toute son énergie, comme si c'était le truc définitif que quand c'est tant que t'es pas satisfait, tu passes pas à la phrase suivante. Mais quand t'as fini tout ça, quand t'as fini de parcourir tout le script avec ce niveau d'exigence, tu te dis ok, bon, ça c'était le brouillon numéro 1. Tu vois le truc en fait. C'est ça qui te permet après de faire quelque chose de plus en plus quali en fait, vraiment de faire quelque chose, d'essayer de te surpasser quoi. Les relectures aussi, c'est un truc que je conseille. Utiliser un logiciel de gestion de version, c'est-à-dire un truc qui garde un historique. Après, bah, ça peut être, c'est un peu rudimentaire, mais Google Doc le fait assez bien. C'est-à-dire que tu modifies des textes, après, du coup, tu as un historique de ce que tu as modifié. Donc, tu te fais une session de relecture. Tous les trucs qui te paraissent pas bien ou les petites erreurs, tu les modifies. Donc ça, c'est le lendemain. Et puis j'ai envie de dire aussi garder une équipe assez restreinte en fait. Et surtout, s'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de la traite du texte, désigner un lead en fait. Une personne qui va avoir la vision en fait. Parce que sinon, ça va être difficile de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et voilà. Mais ça n'empêche pas de se faire aider par toutes sortes de personnes. Même pour autant que possible en fait si c'est des trucs périphériques, du bêta test, des domaines d'expertise particuliers comme le graphisme et des choses comme ça. Voilà, donc avoir un lead qui a une vision, qui tranche, voilà. Et aussi essayer de creuser un peu toutes les références et essayer de comprendre à quoi tel truc fait référence dans le jeu, si votre jeu est riche en texte, en références, aux choses comme ça. Ne pas traduire un nom d'ennemi avant d'avoir lu la description de l'ennemi, par exemple, parce que ça peut donner des idées ou ça peut montrer qu'il y a des choses importantes. Voilà. Traduire les choses en ayant un maximum de contexte possible. S'influencer d'éléments culturels, de BD qu'on a lus, de choses comme ça, pour se trouver un style, des choses comme ça. Et ne pas trop faire des références là où il n'y a pas besoin. Je veux dire, quand une phrase anglaise, si tu la traduis littéralement, ça marche, et faut la garder comme ça. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur comment faire une fan traduction. Incroyable. Hein. Exactement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Est-ce que tu as d'autres projets de fan traduction ou... Non. C'est vrai que, ça a toujours été très difficile de me détacher de ce jeu. Et peut-être qu'un jour je m'y mettrai. J'avoue que des fois ça me traverse l'esprit de faire d'autres traductions. J'ai fait un petit peu de relecture sur la traduction française d'Undertale. J'ai aidé un tout petit peu, c'est-à-dire que j'ai rejoint vers la fin de leur projet en leur disant que j'avais travaillé sur Mother 3, puis ça les intéressait, que j'aide un petit peu. J'ai fait un petit peu de relecture. Je leur ai fourni un outil pour installer un patch, voilà, pour que les joueurs puissent installer le patch facilement. Des choses comme ça. Mais je me suis pas vraiment lancé dans un autre projet. Et Mother 3, c'était tellement... voilà. Autant faire... C'est peut-être mieux, des fois, de faire pas beaucoup de projets, mais les faire à fond. Et puis peut-être qu'il y a un jour, j'en ferai un autre qui sera un autre pan de ma vie et que je ferai à fond. Mais pour l'instant, je vois pas. Parce que Mother 3, si j'ai été prêt à faire tout ça, c'est peut-être parce que j'aimais énormément le jeu aussi, quoi. J'aurais pas été capable de faire ça sur n'importe quel jeu. On va abandonner Mother 3 et on va revenir un petit peu plus tôt dans ta vie. Parce que tu as eu la chance d'être rédac
chez, chez un grand site internet spécialisé chez Nintendo. Raconte-nous ça. Oui, 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 bah un site d'actualité Nintendo amateur qui n'était autre que Puissance Nintendo, chez qui donc je suis arrivé en tant que rédacteur. Je sais plus quelles années exactement c'était, mais probablement avant 2010. Ouais, donc ça fait ouais. Bon, voilà, dans les années entre 2000 et 2010 en tout cas, 2005-2010 peut-être plutôt. Et donc j'ai été rédacteur pour Puissance Nintendo. J'ai fait. Je me suis occupé pendant toute une période de la section Charts Top des ventes. J'ai décroché à une période un petit peu pour diverses raisons, voilà, occupation professionnelle de toutes sortes, enfin personnelle, voilà, bref, situation géographique, voilà, plein de choses. Et après, j'y suis revenu à certaines époques puisque j'ai travaillé j'ai travaillé dans une boîte qui était pas très loin, qui était dans la même ville que là où ils sont basés, Puissance Nintendo. Donc je me suis rapproché d'eux. J'ai eu l'occasion de partir à l'E3 pour Puissance Nintendo, où là donc j'ai tenté de couvrir du mieux que je peux avec des compétences que je me découvrais encore et qui étaient très amatrices. Mais bon voilà, j'ai fait de mon mieux pour le 3 de la présentation de la Wii U. Ensuite, j'ai intégré leur podcast. J'étais quand même content à l'époque. J'ai intégré le podcast de Puissance Nintendo sur donc la partie de l'équipe qui était basée à Paris. On enregistrait ça toutes les semaines. C'était un vrai plaisir. J'ai été aussi correcteur pour Puissance Nintendo pour corriger les actus d'autres rédacteurs. Et puis voilà, je me suis un petit peu éloigné. Mais voilà, j'ai eu toutes ces expériences pour ce site d'actu qui ont été assez marquantes dans ma vie, qui m'ont influencé dans mon rapport aux médias de jeux vidéo, à toutes sortes de choses. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à l'E3 2011? Qu'est-ce que je retiens de mon passage à l'E3 2011 Que c'était un monde à part. Hein. J'étais vraiment sur une autre planète là-bas. C'est-à-dire, il y avait vraiment ce qu'on imagine ce qu'on imagine en étant loin, mais en vrai, vraiment, c'était vraiment ça, quoi. C'était après maintenant c'est différent parce que malheureusement Iwata, voilà, Reggie, il a quitté son poste. Mais à une époque, voilà, c'était un peu nos héros et on rêvait de les voir en vrai. Et bon, c'est facile à l'E3, c'est facile quand il va. À l'époque, forcément aussi, c'était à un moment, ça s'est ouvert au public. Avant, c'était vraiment que pour les journalistes. C'est facile de croiser Reggie au stand Nintendo. C'était facile de discuter avec Charles Martinet, qui parle d'ailleurs très bien français, qui est très sympathique. C'est facile de tomber par hasard sur Yuji Naka, créateur de Sonic, et de prendre une photo avec lui. Alors qu'on est à la sortie de la conférence Nintendo et qu'il est tranquillement en train de faire la queue pour tester Luigi Mansion 2, Star Fox 3D. Bref, voilà. Et voilà. Donc, voilà, il y a ce côté fanboy, Ouais. quoi. En fait, c'est vrai que j'y suis allé pour faire du journalisme, amateur, mais du journalisme quand même. Interviewer des gens, je l'ai fait. Écrire des articles, je l'ai fait aussi. Faire quelques vidéos aussi. Mais de toute façon, avec plus ou moins de bonheur, parce que c'était un peu difficile d'organiser tout ça. On avait nos journées, on n'a pas forcément tout bien géré, mais voilà. Et puis, il y avait le côté fanboy, quoi. Le côté fanboy, c'est peut-être du coup là où je me suis plus pris une claque, en fait, à cette E3. Et peut-être du coup un peu ce que je retiens aussi, quoi. Le côté étoile dans les yeux, voilà. Le côté étoile dans les yeux pour avoir l'impression d'être au cœur de ce qui se passe dans l'univers du jeu vidéo
au moins au niveau, bah voilà, bon, c'est un peu l'endroit, voilà, c'est un peu un endroit, c'est un peu la machine à fric aussi. Mais moi, quand j'y suis allé, bah, je le ressentais comme des étoiles dans les yeux. Et en parlant de machine Afrique, j'espère que cette transition va Oui. passer. Un an avant. Ah, tu voulais toujours parler d'un truc en rapport avec le 3, Ah c'est non, ça? je voulais parler de ton projet de fin d'études. Est-ce que tu peux nous en Ah, parler? oui, d'accord. Oui, oui, bah oui, effectivement. J'ai dit tout à l'heure que j'étais développeur. C'est vrai que bon, j'ai des expériences assez diverses et variées où chaque fois j'ai soit mis le pied dans des petits pans de l'industrie du jeu vidéo, soit exprimé des choses personnelles autour du jeu vidéo. Là, bah, c'était professionnel pour le coup. C'est quand j'ai travaillé chez Ubisoft. Euh, j'ai euh, j'ai donc fait des études en tant que développeur. Et donc j'ai fait un projet de fin d'études voilà, pour avoir mon diplôme. Et ce projet de fin d'études, je l'ai fait chez Ubisoft à Annecy. Chez Ubisoft à Annecy, donc, où j'ai travaillé en tant que stagiaire. Et ensuite j'ai travaillé pendant un petit temps en tant que salarié chez eux. Et là où j'ai eu de la chance, sur la série Assassin's Creed. Et sur quoi exactement? C'était donc le studio qui s'occupait de la partie multijoueur de Assassin's Creed Brotherhood, puisque la série Assassin's Creed était jusqu'à présent une série entièrement solo. Et que du coup il s'agissait de trouver une façon d'appliquer bah, le core gameplay, l'esprit de la série à une mécanique de jeu multijoueur. Enfin ça c'était au niveau du studio. Moi en ce qui me concerne, j'ai travaillé en tant que développeur sur les aspects d'interface. Donc menu, HUD, c'est-à-dire les interfaces qui s'affichent en surbrillance pendant le jeu. Des choses comme ça. Donc en tant que développeur, j'ai intégré des maquettes 2D dans une équipe de 4 développeurs, une personne qui allait s'occuper des graphismes, donc un graphiste 2D. Et il s'agissait notamment de, de rendre dynamiques ces écrans qu'ils faisaient en maquette pour les reproduire au pixel près graphiquement euh, et les rendre dynamiques. Et en même temps, se brancher sur les différentes composantes du jeu, du moteur de jeu, en allant échanger avec les équipes, voilà, l'équipe gameplay pour les affichages de HUD, voilà, qui est ta cible, quels sont tes... je sais plus ce que c'était, les perks, les bonus actifs ou passifs, etc. Donc dialoguer avec l'équipe gameplay pour récupérer leurs données, dialoguer avec l'équipe online pour faire le menu des news, etc. Et Voilà. c'était comment de travailler chez Ubisoft? Et ben c'était en même temps quelque chose qui était un petit peu un émerveillement pour quelqu'un comme j'étais qui sortait de ses études et qui s'attendait pas du tout à ça. Et donc voilà, une certaine explosion de créativité avec des concept arts affichés au mur, des choses comme ça sur le 3 de l'époque qui a été l'occasion voilà, de dévoiler au monde ce truc-là. Bon, c'est quelques personnes du studio qui sont allées, hein, mais ils ont adressé les retours, on se sentait impliqué dans le fait de sortir un jeu et tout. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a tout l'aspect, voilà, les journalistes qui venaient vers la fin du truc dans le studio, tous ces aspects-là. Et puis bah, il y avait l'aspect travail qui était très différent en fait. C'était l'aspect tête dans le cambouis, on fait partie d'une équipe, on a des tâches à accomplir, voilà, on va recevoir telle ou telle tâche sur laquelle on va travailler en développement. Et puis bah, là, sur ce plan-là, bah, ça allait euh, au bout d'un moment, on s'est vite retrouvé avec des cadences de travail dures. Extrêmement dures. On peut parler d'une période de crunch, même
particulièrement longue pour une période de crunch, puisque il y a pas mal de gens qui ont dû sacrifier leurs vacances de cet été-là, dont même moi, même si j'étais stagiaire, parce que voilà, même si j'étais stagiaire, la pression, elle était au niveau du studio, donc on se sentait impliqué, on s'en sentait pris dans cette pression, et en même temps, on se sentait investi d'une mission quelque part. Moi, j'avais l'impression de faire quelque chose de génial, donc du coup, ça donnait envie de rester, ça donnait envie de faire des heures sup, qui, dans la période où en tout cas j'étais stagiaire, n'étaient pas payées, où en plus, voilà, tu restais le soir dans le studio, le studio te payait les sushis, les pizzas en commun et tout ça avec tout le monde, donc c'était trop bien. Enfin, moi, de mon point de vue de l'époque, c'était trop bien. Maintenant, je le verrais peut-être d'une façon différente. Mais voilà, donc c'était assez. C'était des cadences extrêmement dures, peut-être parce que voilà, il y a des choses qui n'ont pas forcément été bien organisées, et peut-être que les gens qui sont restés plus longtemps dans ce studio ont dit bon, on va peut-être arrêter on va peut-être mieux planifier les choses à l'avenir ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, ça a été à la fois grisant, voilà, l'impression de faire quelque chose de faire partie d'un projet incroyable, et en même temps très 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 exigeant et fatigant, quoi, quelque part, un peu usant quand même, quelque part. Tu as fait de la programmation. Dense, intense. Oui. Tu as fait de la programmation. Donc t'as fait de la fan traduction, mais tu fais aussi de la musique. Oui, aussi. Oui, je fais de la musique. Mais ne partez pas, on parle toujours de jeux vidéo. Parce que, effectivement, je fais des covers de musique de jeux vidéo, et je fais actuellement partie d'un orchestre qui s'appelle Pixelophonia. Donc voilà, c'est encore un aspect où, en fait, de base, je suis musicien, et j'ai donc appris la guitare classique depuis assez jeune, d'autres instruments aussi de manière un peu plus autodidacte, et quelque part, moi, dès que je sais exprimer un truc un petit peu créatif, faut que les jeux vidéo passent par là, quoi. Faut que je réunisse mes passions, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est quand je fais un crossover ultime entre des trucs que j'aime, quoi. J'aime la guitare, j'aime les jeux vidéo, j'aime les musiques de jeux vidéo. Ouais, exactement, c'est ça, c'est mon crossover, quoi. Voilà, j'ai une bonne fibre d'écriture, donc j'ai fait de la fan trad de jeu, et j'ai fait de la rédaction. J'ai une bonne fibre musicale, donc j'ai fait des covers de musique de jeux vidéo. J'ai commencé sur YouTube, où j'ai ouvert ma chaîne assez tôt, parce que c'était avant les années 2010 quand même. Et donc là, il y avait pas beaucoup de choses sur YouTube en termes de cover de jeux vidéo. Il n'y avait pas beaucoup de choses très abouties, avec les productions incroyables qu'on a maintenant, avec, je sais pas moi, Insane in the Rain Music, des gens comme, je sais pas, il y en a plein, quoi, en fait, ou Family Jewels pour le côté plus rock, etc. Toutes ces choses-là, ça n'existait pas. YouTube, c'était en 360p, limité à 10 minutes. Et les gens qui faisaient des covers de musique de jeux vidéo, c'était du note par note, des gens très débutants qui faisaient des choses qui avaient le mérite de commencer. Hein. C'était eux les pionniers, hein. Je ne veux pas me moquer, hein, mais voilà, ça a fait du chemin depuis. Et quelque part, à l'époque, ça a été l'occasion aussi voilà. C'était facile de se démarquer un petit peu, d'apporter quelque chose d'essayer en tout cas d'apporter quelque chose de qualité sur YouTube. J'ai commencé donc avec ma guitare, où j'ai commencé par faire des reprises de Mario, de Zelda, des choses assez classiques. Ça a décollé à partir du moment où ma chaîne, donc Jumpman FR, peut-être maintenant si vous y allez, vous allez trouver qu'il y a un sacré coup de vieux quand même. Hein. Il y avait... j'ai décidé de faire un truc qui était pas très répandu à l'époque, même je pense que je l'avais pas vu quelque part d'autre, ça existait certainement mais moi je l'avais pas vu, enregistrer deux parties différentes et de faire deux vignettes vidéo, les accoler côte à côte pour faire un duo avec moi-même en fait, genre flûte, guitare, etc. Et donc j'avais fait ça sur le village Cocorico,
Et donc, j'ai partagé ça et ça a fait le tour de quelques sites. Ma puissance Nintendo aussi, bah, même si c'était pas directement moi, hein, j'allais pas me permettre de me faire ma propre pub, voilà. Mais c'est voilà, les gens du site qui ont eu la gentillesse de me faire, de me mettre en avant là-dessus. Donc c'était cool. Et d'autres sites américain du coup, ce qui fait que bah, du coup je me suis mis à parler en anglais sous mes vidéos, dans les commentaires, enfin dans la description et tout ça. Et puis et c'est une première étape qui m'a conduit à l'orchestre Pixelophonia. Je sais pas si vous connaissez cet orchestre, mais quelque part il est né de ce goût entre moi et un ami à moi. Je dirais pas qu'on est les fondateurs, parce que c'est plus d'autres personnes, enfin lui et d'autres personnes, mais moi je suis plus... j'ai apporté une étincelle quelque part, j'ai apporté ma petite pierre à ça, puisque donc c'est un ami d'enfance, enfin presque d'enfance, que j'ai rencontré dans une colo avec qui je partageais ma passion pour la musique et pour le jeu vidéo. Après avoir ouvert ma chaîne et avoir eu un petit succès, je lui ai dit, écoute, tu joues super bien du piano, tu pourrais faire pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui... Moi, la musique, ça reste amateur. Lui, il s'orientait déjà dans la musique du niveau professionnel. Donc je lui ai dit, tu pourrais faire des vidéos aussi. Puis il a ouvert sa chaîne aussi, Robin Hood FR. Il a donc fait ses propres vidéos. On a fait des duos, des choses comme ça. Et quelques années plus tard, il a intégré le Conservatoire de Paris. Il a intégré le Conservatoire de Paris et il a rencontré d'autres personnes là-bas dans une section écrituriste, c'est-à-dire qui consistait à apprendre à composer, apprendre à écrire des arrangements de musique, c'est-à-dire réécrire des musiques qui existent déjà, mais dans une configuration instrumentale différente, avec plus ou moins de liberté, etc. Donc faire des variations sur des thèmes, des tas de choses comme ça, des harmonisations, des tas de choses compliquées que je ne comprends pas. Mais avec ces gens-là, il a décidé de monter un club. Puisque bah, il a, parmi ces personnes de sa section d'études, il y en avait un certain nombre qui partageaient ses passions pour le jeu vidéo. Des fans de Mario, de Zelda, mais aussi des fans de Final Fantasy, tout ça. Et donc, il a fondé un club où l'idée, c'était de mettre en application ce qu'ils apprenaient, donc la composition et les arrangements, et ils ont décidé de réarranger des musiques de jeux vidéo à l'oreille, écrire des partitions pour un ensemble de musiques. Donc, ils étaient 7 ou 8, et ils avaient chacun leurs instruments, et ils allaient du coup aussi les jouer, mais l'objectif principal, c'était quand même de les écrire. Et puis après, du coup, quelque part, il y a d'autres musiciens qui se sont greffés, ils ont augmenté le truc de façon à devenir un petit orchestre. Et donc c'est un petit peu à ce moment-là que je suis venu, moi. J'étais une des premières personnes à ne pas faire partie du Conservatoire de Paris, à avoir rejoint. Au départ, c'était plus pour jouer du Mario Galaxy. Pour jouer du Mario Galaxy Gusty Garden, sur ce thème, il y a une guitare. Donc mon ami m'a dit, dis-moi, viens jouer avec nous, pour faire la guitare de Mario Galaxy. Alors j'y suis allé, puis je me suis dit, bon, ça a quand même une structure d'orchestre déjà. Une guitare, je sais pas ce que ça vient faire dans un orchestre, je sais pas si j'aurai vraiment ma place sur la durée, mais si je peux faire déjà un enregistrement d'un morceau avec eux, c'est vraiment cool. Et finalement, du coup, je suis resté. Les arrangeurs m'ont écrit des partitions pour guitare, des partitions pour d'autres instruments dont je suis compétent, etc. Et puis, ça a donné, voilà, l'orchestre. Bon, au départ, c'était un ensemble instrumental qui s'appelait la SEGA, la Société des écrituristes gamers arrangeurs. Puisque, bah, du coup, c'est principalement un truc d'arrangeurs de musique. Ils se sont... ça a grossi, ça s'est constitué en association. Ça s'est mis à faire des concerts dans différentes conventions ou organiser voilà, des événements divers et variés, des enregistrements, un CD, tout ça. Et voilà, du coup, ça a connu déjà une apogée, je dirais, à peu près en 2017, où on a eu l'occasion d'être invité par le festival, le Monde Festival, donc organisé par le journal Le Monde, où on a eu la chance de pouvoir jouer à l'Opéra Bastille.
Et donc, à l'Opéra Bastille, qui est une vieille une institution, disons, classique, on a joué du répertoire de Mario Galaxy 2, de Final Fantasy 9, de Chrono Trigger, voilà, et c'était une expérience incroyable. Voilà. Alors je sais pas si c'est à ce concert-là que Christophe Herral vient jouer avec vous sur un medley de Rayman. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ça fait, on avait ça déjà... fait quoi de jouer avec Christophe Herral? C'était incroyable, c'était incroyable. Alors Christophe Herral, c'est vrai que le fait d'avoir cet orchestre qui a commencé à se faire connaître dans différentes formations, enfin dans différents festivals, et puis en plus certains de l'orchestre qui ont des liens avec le conservatoire, par ces liens-là, ils ont des contacts avec certains compositeurs. Ils ont réussi à avoir Christophe Herral par différents contacts. On a eu aussi Rémi Gazel, Rémi qui est décédé, je crois, l'année dernière, compositeur du premier Rayman, avec qui j'avais sympathisé aussi. On s'était rapproché de lui dans le cadre des activités de Pixelophonia. Là, Christophe Herral, compositeur de Rayman, Legends et Origins et tout ça, et Beyond Good and Evil, je l'ai juste vu au concert, en fait, il n'était pas venu avant. Et il a joué avec nous et c'est vrai qu'il était incroyable. En fait, c'est vraiment quelqu'un de particulier. Il est assez excentrique et drôle en fait, Christophe Herral. Et il s'était mis, déjà, il nous avait fait des compliments pour notre arrangement de ses morceaux à lui, ce qui est quand même assez gratifiant pour en tout cas la personne qui a notamment écrit les arrangements, mais aussi voilà les mots de sympathie qu'il a eu pour nous et tout ça. Et puis voilà, il a été invité au concert. Enfin, au départ du morceau, il fait partie du public avec son ukulélé. Puis il rejoint le morceau en cours de route. Et après, il vient se mettre au milieu des percussions pendant le reste du morceau. Et là, il s'amuse à improviser des bruitages. On sent son passif dans le jeu vidéo et dans le cinéma d'animation parce qu'il a fait ça, voilà. Il a certainement fait un peu de bruitage parce qu'il aime bien les bruits et les sons un peu originaux. Pendant le concert, on a totalement senti ça parce que il nous a fait des impros de bruit pendant notre morceau parce qu'on jouait le thème dans les profondeurs marines de Rayman Origins, donc c'est un peu sombre, un peu avec des échos, et donc il nous a fait avec les cordes de son ukulélé, il faisait des bruitages et il tapait sur je ne sais plus quoi autour de lui et tout ça, et c'était à mourir de rire quand on le regarde. Et effectivement, ça a été un super moment. C'est la consécration. Voilà, tous ces aspects-là. Quand on est musicien de jeux vidéo, c'est la consécration de voir quasiment ses idoles jouer avec soi. Je sais pas s'il y a une règle générale de ce que c'est qu'un musicien de jeux vidéo en fait, parce que je dirais que, c'est vrai que c'est ça qui est particulier avec Pixelophonia, c'est qu'on est énormément de gens passionnés. Il y a quelque part, je pense qu'il y a beaucoup d'événements comme Zelda Symphony of the Goddesses ou Final Fantasy Advent Children, des trucs professionnels, où ils recrutent un orchestre qui est certes un orchestre qui va jouer des trucs pop, donc peut-être de films, Star Wars et tout ça, mais qui vont être des musiciens professionnels qui vont venir quand on les appelle pour une session, pour un concert particulier, mais qui vont pas forcément être des fans. Et nous, on est un orchestre où les gens... déjà où les gens qui sont dans l'orchestre, les musiciens de l'orchestre, écrivent les arrangements, mais en même temps sont bien souvent des fans des jeux. Et donc, quelque part, oui, là, c'est un peu une consécration. C'est un peu... c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais bon, on reste pro dans le contexte. On a un concert à préparer. Semi-pro, parce qu'on est un orchestre semi-pro. Moi, je suis pas pro. Les musiciens sont bénévoles. On est une association. Mais voilà, le but c'était de faire l'événement et voilà, il y avait quand même cette joie intérieure, toute cette émotion pré-concert, post-concert et tout ça.
Mais voilà, on se concentre sur le travail, on a des choses à... Voilà, on sait qu'on va jouer sur scène, on va être exposé, il faut bien soigner nos traits musicaux, etc. Pour assurer un maximum. Donc on a de quoi s'occuper l'esprit largement en fait. Mais quand même c'est fort. Ouais. C'est fort comme émotion de se dire, voilà, on fait ça avec Christophe Herral et voilà, c'est mon côté fanboy qui va ressortir dans ces moments. Et Pixelophonia, du coup, ça continue, je suppose, encore. Vous avez donné un concert il n'y a pas longtemps, oui. De mémoire. On a donné un concert, en fait. Notre dernier concert, il était en septembre de 2020, en fait. Donc l'année dernière, il y a plus d'un an. Pourquoi ? Parce que en fait, la raison principale, c'est quand même la situation sanitaire qui affecte tout le monde. Et dans le monde du spectacle, c'est on est particulièrement touché. C'est difficile de trouver. Déjà, en fait, on est souvent invité en convention. Polymanga, Animest. Notre premier concert, ça a été notre premier concert en convention, disons, ça a été le Stunfest. Et c'était un souvenir incroyable. On est devenu assez gros et le Stunfest, ils ont du mal à nous inviter pour différentes raisons aussi, mais dans tous les cas, on est invité à toutes sortes d'événements, mais on a pendant la crise sanitaire, les événements sont devenus distanciels, même des situations autres que des événements, les salles sont un peu frileuses pour recruter, tout ça, enfin, les gens aussi vont pas facilement sortir aussi. Et puis il y a d'autres choses. Il y a eu un départ du chef d'orchestre qui était un petit peu une force motrice importante du projet, qui a quitté la sauce. À partir de là aussi, il a fallu aussi se reformer. Il y a beaucoup d'initiatives de toutes sortes, notamment pour les arrangements. Il y a beaucoup d'arrangeurs qui ont une productivité incroyable. Un arrangeur tout seul qui va écrire une pièce d'1 heure pour orchestre basée entièrement sur Ocarina of Time. Je veux dire, quand tu le vois faire ça et qu'en plus il nous le sort un jour par mail et qui nous dit surprise, c'est incroyable. Mais en termes de la vision qu'on avait de la gestion associative et tout ça, il y a une personne qui était particulièrement impliquée dans la présence sur scène aussi, dans beaucoup de choses, et qui a quitté. Donc du coup, il a fallu transférer, quelque part, s'approprier un certain nombre de choses que les autres savaient pas forcément bien faire. Il a fallu reprendre ces choses-là, et donc c'est l'année dernière qu'on est reparti de l'avant, disons, et on a pas mal d'opportunités qui s'ouvrent, mais pendant la crise sanitaire, ça reste un petit peu en ralenti. Mais là, pour cette fin d'année, on va déjà avoir au moins un concert, voire deux, et donc ça va repartir, la machine va repartir, et donc l'heure est à un nouvel optimisme très, très enthousiasmant. C'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Et ça m'amène à la dernière question. Merci. Comment on fait pour convaincre les salles de spectacle qu'on va jouer de la musique de jeux vidéo ? J'aurais mieux répondre si j'étais aux premières loges de la gestion en fait de Pixelophonia. Quelque part, il y a des choses pour lesquelles je m'investis dans l'association en dehors de simplement jouer de la musique. J'ai fait un petit peu de choses autour de la communication, puis j'ai fait aussi un petit peu de choses. Je prépare notamment, je me charge des slides qui vont défiler pendant le concert. Toute la partie image visuelle, mais communiquer avec les événements, je l'ai jamais tellement fait. Mais je dirais que c'est pas forcément si dur que ça en fait. On a une réputation d'orchestre. Les gens qui composent l'orchestre, ils ont une culture musicale, ils parlent la même langue en fait que les gens qui accueillent les choses. Je pense qu'en fait les salles, les différents endroits, déjà en fait c'est souvent, nous on va souvent être invités par des conventions autour du jeu vidéo et des mangas, donc évidemment ça c'est sûr qu'il n'y a pas de questions à se poser, mais quand c'est d'autres choses, de manière générale, par exemple il y a une mairie qui nous a financé pour un concert, ou même j'en vois peut-être 2 cas comme ça, je pense qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, parce que
ils voient ça comme une façon, quelque chose d'original qui sort du lot pour eux et qui, en fait, permet de redonner un intérêt pour les concerts symphoniques, en fait. Les gens vont pas forcément très systématiquement voir des concerts symphoniques. Et le fait que ce soit des musiques de jeux vidéo, en fait, ça réunit tout le monde parce que y a des familles qui viennent nous voir avec de la grand-mère aux petits-enfants, quoi. C'est-à-dire parce que voilà, les personnes plus âgées qui vont pas forcément connaître les jeux vidéo, enfin encore quoique, il y a des exceptions, vont nous apprécier pour la qualité des musiques originales et de nos arrangements qui sont quand même béton. Et ceux qui vont être du coup au sein de la même famille, plus fans de jeux vidéo en soi, vont vraiment redécouvrir des musiques dont ils sont fans, etc. Il y a des parties interactives à nos concerts. En plus, on fait faire des choses au public, comme si le public était un joueur et que nous, on était la console, en fait. On fait faire du Rhythm Paradise aux joueurs. Je sais pas si tu as vu ça dans la vidéo, mais c'est très rigolo. Heureusement, je l'ai pas vu. J'en ai vu d'autres. En mode grandeur nature au public. Et du coup, ils doivent effectuer des actions. On leur demande à tous de se lever. Ça donne des trucs complètement incroyables à regarder du côté du public. Du côté des instruments, on a tellement, en fait, on est assis à nos places, on regrette de ne pas être parmi le public, en fait. Donc, il y a des choses comme ça. Limite, même pour les gens qui ne connaissent pas les jeux en question, c'est l'occasion de rigoler un coup, quoi. Et du coup, enfin voilà, ça rassemble plein de choses dont on s'attend pas forcément à ce qu'elles se rassemblent, quoi. Musique classique, plus jeux vidéo, plus se trémousser bêtement devant un public, quoi. On fait des blind tests aussi, voilà. On fait toutes sortes de choses. La musique, c'est la meilleure façon de transmettre le jeu vidéo à à un ensemble de générations. Je sais pas. C'est une très bonne façon, en tout cas, de communiquer que dans le jeu vidéo, il y a de la créativité, il y a des choses incroyables qui se font, en fait. Mais pour comprendre à quel point c'est incroyable, je crois qu'il faut quand même y jouer au jeu. Après, voilà, j'ai réussi à donner, enfin, voilà, à intéresser notamment mes parents qui sont des non-joueurs absolus. Je dis pas qu'ils sont contre le jeu vidéo, ils ont toujours été plutôt curieux par rapport à ça. Mais voilà, ils sont totalement en dehors de cette culture-là. Et il y a pas mal de musiques de jeux vidéo qui commencent à connaître parce qu'ils sont venus à un certain nombre de nos concerts, qu'ils les ont adorés même s'ils connaissaient absolument aucune des musiques, qu'ils ont retrouvé des choses qui leur faisaient plaisir, du jazz, des solos de violon assez, voilà, des tas de choses différentes. Et donc voilà, ça permet de mettre un pied quelque part un peu dans cet univers du jeu vidéo. Ça permet de montrer que ce qui se fait là-dedans, quelque part, il y a une bonne partie de la créativité moderne qui est dans le jeu vidéo, en fait. De l'expression artistique, même musicale, en fait. Un compositeur de musique, c'est un bon endroit pour s'exprimer, le jeu vidéo, pour lui. Le cinéma, c'est bien aussi, mais le cinéma, il va être vastement contraint parce qu'il va être obligé de limiter la durée de ses compositions pour que ça colle à une certaine scène. Puis comme la musique, dans le cinéma, il y a des dialogues par-dessus, il ne faut pas que la musique soit trop intéressante, enfin pas trop, voilà, qu'elle soit pas trop, elle prenne pas trop le dessus. Donc le jeu vidéo, tu vois, c'est un endroit où les compositeurs vont pouvoir vraiment s'exprimer et s'exprimer pour un large public. Et je pense que du coup, ça doit attirer des compositeurs et ça attire aussi de la créativité, quoi. Et donc du coup, toute cette créativité, on l'exprime au public à travers quand même nos arrangements qui, je pense, apportent un gros plus par rapport aux musiques originales. Mais voilà, on exprime toute cette créativité et ça permet, voilà, aux gens de mettre un pied dans le jeu vidéo quand c'est pas déjà fait. Et après, ils peuvent ensuite découvrir tout cet univers, mais voilà, toutes ces musiques ont aussi leur propre vie, j'ai envie de dire. Jumpman, un grand merci à toi pour cette interview. Écoute, merci à toi. Très très grand merci, c'était un vrai bonheur de discuter de tout ça. Quand je vous ai dit au début de l'épisode qu'il avait eu une grande carrière dans le jeu vidéo, je vous ai pas menti quand même.
Bah, c'est vrai que j'ai eu plutôt de la chance et en fait, comment dire, j'ai envie de m'exprimer en fait. C'est peut-être en fait le côté, comme je disais au début, j'avais pas de télé, je pouvais pas directement jouer aux jeux vidéo. C'est un peu comme si plus tard j'ai fini par pouvoir jouer sur émulateur, sur console portable. Puis après, quand j'ai eu mes propres consoles, quand j'étais enfin plus chez mes parents et que j'avais une télé, mais quelque part, cette idée de je pouvais pas jouer, ok, je vais faire tout ce qui est possible autour du jeu vidéo sans avant de jouer quoi. Comme il y en a qui vont dessiner les persos à partir des magazines, qui vont inventer des niveaux, il y en a comme ça des gamins qui vont être super inspirés et tout. Et ben moi c'est un peu ça en fait, je suis un gamin éternel mais qui en même temps voilà la maturité d'un adulte dans des domaines de compétences précis et voilà, je vais vouloir exprimer tout ça en faisant des choses des choses dans le domaine musical, des choses dans des domaines où je me trouve plutôt où j'ai l'impression de me débrouiller pas trop mal et voilà quoi et après du coup ça permet de rencontrer des gens voilà c'est j'ai presque envie de terminer avec le laïus sur les rencontres de comment il s'appelle le mec dans Astérix Mission Cléopâtre là qui dit qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation quoi. Voilà. Ça fera rire beaucoup de gens, je pense. Merci encore à toi, Jumpman. Merci infiniment. Bah, avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Trace. Et rendez-vous tous et toutes pour un prochain épisode. Salut à tous. Salut.